Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Quoi, vous, d'un mec qui vous invite à faire de la spéléo tout en vous confessant alors que vous faites de la descente et au beau milieu d'une chatière quand vous êtes bien coincé entre deux parois terreuses et que vous avez un peu de mal à vous mouvoir, que lui, de toute façon, il a horreur de l'enfermement, qu'il est un peu claustro et qu'on va sans doute être obligé de rester là à attendre les secours car lui s'est décidé, de son côté, il n'avancera plus d'un centimètre. Vous diriez sans doute qu'il est un peu frappé et qu'on ne vous y reprendra plus. Eh bien, c'est un peu ce que vient de faire François Hollande, notre président, avec ses confessions distillées lors de 60 entretiens avec 2 journalistes du Monde. J'ai proposé le projet de loi de déchéance, mais pour ma part, j'étais plutôt contre. J'impose l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, tout en sachant qu'il ne se fera pas. Ça, c'est du Hollande dans le texte, je n'invente rien. Je soutiens l'institution judiciaire, mais c'est une institution, je cite toujours le président, c'est une institution de lâcheté. Depuis, il a beau dire que cette petite citation se rapportait à une situation bien précise, lorsque Christiane Taubira était en difficulté dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, les magistrats s'en étaranglent encore. Alors quoi ? Notre président est fou, suicidaire, pressé de prendre des vacances, allez savoir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il n'a pas besoin d'une opposition pour essayer de se décrédibiliser. Il le fait très bien tout seul, cette fois c'est sûr. On a perdu Hollande. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Eh bien non, c'est pas vrai, ce soir c'est réalisé par Marco Lazzaro. Jérôme est en vacances cette semaine. En fin d'émission, Lucas Lemoff nous donnera des nouvelles du temps qui passe. C'est, paraît-il, plutôt tristouné. Et d'ici là, je recevrai Mousse Amokrane pour la dernière partie d'Origine Contrôlée, manifestation organisée par le Tactique Collectif, dédiée aux identités et à la créolisation de la société française et qui a lieu aux Isères pendant tout le week-end. Nous évoquerons également la 30e édition de Jazz sur son 31 qui entame sa 2e semaine avec Philippe Léauger, son directeur artistique. Mais on commence tout de suite et comme d'habitude par la nouveauté de la semaine. Dans la lignée de groupes comme Tahiti 80, Manso, Exxon Valdez et autres Meltons, la pop de Kid Parade est plutôt alerte, légère et remuante. Monté en 2012 par le guitariste, batteur et pianiste parisien Jean-Baptiste Ayoub, Kid Parade est un groupe plein de fougue et d'énergie. Après un EP sorti il y a 3 ans, Kid Parade sort ces jours-ci un premier album, The Turtle Waltz, et c'est plein de nostalgie, d'interrogations sur le monde, entre pop plutôt lumineuse, composition onirique et électricité légère. Kid Parade, on écoute ça tout de suite. Marnie, c'est Caramel Mou et c'est à mieux.
causing you nightmares and dreams over and over again. You scream and you cry and you're calling your mom. We're the monster in a jungle you run all morning. What did you do morning? You scream and you cry and you're calling your mom. We're the monster in a jungle you run all morning. My poor little morning. Wipe your tears away. Our love is on your way. You face the monster. Oh Marnie, you won't walk alone. Chase your fears away. Our love is on your way. You face the monster. Oh Marnie, you won't walk alone. Wipe your tears away. Our love is on your way. You face the monster. Oh Marnie, you won't walk alone. Chase your fears away. Our love is on your way. You face the monster. Oh Marnie, you won't walk alone. Wipe your tears away. Our love is on your way. You face the monster. Oh Marnie, you won't walk alone. Mesdames, messieurs, Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Après avoir commencé la semaine dernière, pendant tout le week-end, et ça se passait à la Bourse du Travail, Origine Contrôlée continue à se dérouler ce week-end. Cette fois-ci, ça se passera entre Bordeaux-Rouge et le quartier des Isards. Origine Contrôlée, pour nous en parler, Moussa Mokrane, bonsoir. Salut. Origine Contrôlée, sous-titré cette année, Identité et créolisation de la société française. Magid Cherfi vient de sortir un livre, Ma part de Gaulois. Vous, avec un titre pareil, c'est en plein dans l'actualité aussi. Pourtant, je suppose que le sous-titre a été choisi il y a quelques semaines déjà. Oui, en fait, disons qu'on développe toujours un argumentaire, une réflexion sur la place de la culture, sur le développement de nos identités en mouvement. On part de ce postulat qu'elles bougent, donc elles ne sont pas figées, et que la musique, puisque c'est notre pratique, après il y a d'autres pratiques culturelles, démontre au quotidien qu'il y a un mouvement dans ces identités qui date depuis la nuit des temps et que finalement, ce qu'on appelle la créolisation, ça va bien plus loin que l'idée qu'on se fait du métissage. C'est-à-dire le métissage où ça serait l'idée de mélanger seulement deux histoires pour en faire un mélange des deux. C'est plus que les deux histoires, ou les trois, ou les quatre, ou les cinq histoires qui se rencontrent, inventent quelque chose de nouveau. Voilà, créent quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on entend, de ce qu'on fait, de ce qu'on grandit et de nos éléments de construction ou d'action. Donc, on a vécu ça avec la littérature d'Aimé Césaire, par exemple, ou de Senghor. Exactement, ou de Édouard Glissant, ou de ces gens qui ont déjà écrit depuis très longtemps, voilà, exactement, Frantz Fanon, qui ont écrit depuis très longtemps cette idée-là. Et bon, le terme créolisation fait référence à la langue créole, et on peut comprendre de manière très simple que la langue créole est une langue inventée à partir du français, à partir d'une histoire. En plus, une histoire dramatique, je veux dire une histoire terrible, qui est celle de l'esclavage, mais qui va créer une langue qui est une langue très belle et une langue qui finalement a permis à ces gens-là de s'inventer une identité au travers de leur langue. Quoi. Voilà. Donc, créolisation que vous montrez par certains spectacles de musique, par certains spectacles de rue, aussi par une interrogation à travers... De la danse aussi, ce soir. À travers des films et des débats. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'année 2016 de continuer à parler de créolisation alors qu'on vient de passer un été absolument terrible, qu'on a passé un hiver pas mal non plus, et que l'année qui vient de s'écouler aura été marquée par ce fameux débat sur la déchéance nationale suite aux attentats de l'année dernière. Ça. Enfin, je veux dire, cette réalité dramatique et traumatique, quoi. Je veux dire, ça, c'est une réalité. Notre réflexion à nous, c'est de dire, ne détournons pas le regard.
Pour nous, ce n'est pas la solution. Pour nous, ce n'est pas la solution de détourner le regard, de se dire avec cynisme, de toute façon, c'est foutu. Ou de toute façon, on n'a pas le choix. Il s'agit de se lever tous les matins et d'aller voir les gens, y compris les gens qui... Cette année, donc, on est au quartier des Isards, le quartier où on a grandi, le quartier pour lequel on a un affect énorme, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important pour nous, l'affect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion juste ou d'analyse juste sans l'empathie, sans la capacité de regarder l'autre en se disant mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, qui c'est celui-là, tout ça, se poser ces questions-là, qui sont des questions mais vraiment essentielles, quoi. Je veux dire, et c'est vrai que quand par exemple on débarque dans un quartier comme les Isards ou ailleurs, parce que nous on est en tournée, on est aussi artistes, musiciens, donc on a cette chance d'être au contact depuis quelques décennies maintenant, de gens qui s'organisent, se mobilisent et font comme ils peuvent pour que ça se fasse, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait des espaces qui soient des espaces publics réappropriés, parce que c'est aussi ça la question, c'est se réapproprier l'espace public et qu'est-ce qui s'y passe dans ces espaces-là. Et quand on va dans ces endroits-là, en fait, on se rassure, parce qu'il y a des gens. Tout simplement, il y a des gens qui vivent là, et s'ils vivent là, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix. Tout comme les réfugiés, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix d'aller chercher un avenir meilleur, parce que de toute façon, là où ils sont, il n'existe pas l'avenir. Donc tout être humain est dans l'espoir, et donc on va chercher un avenir meilleur. Ça, c'est quand même un sentiment noble, et c'est un sentiment qui en plus est, je dirais, une source d'inspiration pour les artistes juste énormissime, depuis la nuit des temps. C'est une vraie façon d'exprimer quand on parle, je veux dire, quand on regarde le blues, je veux dire ce que c'est le blues. Pour parler d'un style qui a vraiment inondé la musique électrique, enfin la musique moderne, on va dire, à partir du XXe siècle, c'est quand même le résultat, encore une fois, d'une histoire terrible. Mais c'est une fleur, voilà. Et aussi d'une hybridation. Exactement, d'une hybridation. C'est ce côté hybride est essentiel. Après, nous, on croit profondément que c'est inexorable, comme le printemps, comme dirait Neruda. C'est inexorable. C'est-à-dire, on croit profondément que une société moderne est forcément multiculturelle. On est convaincu qu'il n'y a pas d'échec dans le multiculturel. On est convaincu que la problématique sociale est largement aussi importante que la problématique culturelle et vice-versa. On est convaincu de tas de choses comme ça qui nous ôtent ce cynisme qui nous exaspère particulièrement en ce moment, qui serait de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Vous allez là à l'envers complètement de la pensée dominante. Pour le coup, même si cette idée-là a été plutôt majoritaire dans les années 80-90, tout à fait. Depuis les années 2000, il y a eu un inversement de la tendance pour le coup. Oui, il y a eu un inversement de la tendance. Il y a eu même, comme souvent, une ringardisation de cette pensée. En disant que c'était... Bon, c'est un peu comme... Avec l'invention de droits de l'homiste, par exemple. Des choses comme ça, et qui a ouvert la porte justement à une parole qui est devenue dominante, qui est la parole, de Consort, Zemmour et machin, enfin je veux dire, mais pas que, qui est une parole qui nous signifie l'échec. Voilà, l'échec d'une société progressiste. C'est-à-dire parce qu'on a un point de vue politique aussi, c'est-à-dire on n'est pas seulement, c'est-à-dire on se fait une idée. Vous n'êtes pas seulement que des gentils musiciens. Exactement, on a un point de vue sur la société qu'on imagine, et nous la société qu'on imagine, enfin en tout cas qu'on a le droit de rêver, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi ça, on nous interdirait presque le droit d'y rêver, quoi, c'est-à-dire d'y croire, parce que c'est vrai que l'adversité est énorme, mais quand on est face à la production d'expression, quand on est face aux expressions culturelles, à l'art en général, quand on est face à ça, on voit bien que la parole est prise, on voit bien que l'histoire s'écrit. Et on voit bien qu'à un moment, finalement, bon, on n'est pas les chevaliers, on ne va pas sauver la planète tout de suite maintenant, mais à notre niveau, agir de ce point de vue-là, c'est créer du lien, c'est donner les opportunités de se retrouver, donner les opportunités aussi de se rassurer, de se dire mais non, c'est pas ce qu'on m'a décrit, c'est pas ce qu'on m'a dit sur BFM. Sur BFM, on m'a dit si tu mets un pied là-bas, on t'égorge. Mais c'est faux. Après, c'est vrai que vous disiez que vous reveniez pour cette édition d'Origine Contrôlée. C'est de la Villardière qui a dit ça, excuse-moi. Oui, c'est vrai, c'est M6, même FM, c'est un peu pareil. Vous revenez sur le quartier des Isards, le quartier des Isards qui a vu au moins pour l'ensemble des gens que vous représentez, le Tactique Collectif, s'est implanté là-bas à une époque, ça s'appelait Vite Écrit, il y avait un travail autour du soutien scolaire, autour de l'écrit pour aider des jeunes à
s'en sortir. Nous-mêmes aussi, Et puisqu'on était jeunes à cette époque-là. Exactement. C'est vrai que finalement, les Isards, en 20 ans, 30 ans, on peut bouger. C'est sans doute le quartier de Toulouse qui s'est le plus paupérisé depuis ces 20 dernières années, avec des bars qui s'abîment à une vitesse grand V. L'an dernier, c'était tellement abîmé qu'il avait été squatté par des réfugiés syriens. Ça, on en avait parlé assez régulièrement dans cette émission. C'est vrai que vous vous réimplantez là pour cette origine contrôlée aux Isards, avec un quartier finalement qui a même sans doute reculé depuis qu'il a été le quartier de votre enfance. Alors c'est un quartier qui est comme l'ensemble de la société. Je veux dire, parce qu'il faut dire que les quartiers populaires dans leur ensemble, il est évident que ce sont des loupes des problématiques, c'est-à-dire qu'il y a un moment, toutes les problématiques que peut rencontrer une société sont regroupées dans un endroit, on les trouve toutes, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, sanitaires même, on retrouve tous ces problèmes dans ce type d'endroit. La réalité, c'est que quand l'État, enfin selon nous, et c'est une réalité flagrante, on a vécu, ne l'oublions pas, quelques années de sarkozysme, quelques années de chiracisme aussi, qui ont quand même particulièrement abandonné la question du rôle de l'État dans ces quartiers-là, en direction en tout cas des populations, au moins des populations qui sont les populations démunies, défavorisées, qui n'ont pas accès, qui sont plutôt en situation de grande difficulté. Donc à partir du moment où on crée les conditions de cet abandon, on crée les conditions aussi d'une rupture, les conditions d'une économie parallèle, il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, je défie quiconque de pas aller chercher de l'argent quand il en a absolument pas, par des moyens qui sont pas forcément légaux. Enfin, je veux dire, on parle peut-être d'extraterrestres, de choses extraterrestres pour beaucoup de gens, mais c'est quand même une réalité quand on n'a pas accès. Donc c'est vrai que à des besoins qui sont élémentaires, qui sont primaires. Je veux dire, on parle pas de fringues là. Quelquefois, on parle de bouteilles de lait, de baguettes de pain et de logement. C'est pour ça que j'ai rajouté sanitaire, parce que c'est aussi des réalités aujourd'hui qui sont par exemple beaucoup plus présentes qu'elles ne l'étaient à notre époque. Les réalités de besoins sanitaires, parce qu'il y a quand même aussi des situations de précarité qui créent des maladies, quoi. Je veux dire, qui apportent des problèmes qui empêchent les gens de s'en sortir par eux-mêmes, quoi. Donc, nous, ce à quoi on croit, c'est que finalement, malgré l'évolution de la société dans ce sens-là et que le quartier est un peu évolué donc de manière exponentielle par rapport à la crise économique et à toutes ces choses-là, il y a toujours des gens dans le quartier qui y vivent et qui font tout ce qu'ils peuvent et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on leur dise qu'on est avec eux, qu'on a besoin qu'on leur dise qu'est-ce que t'en penses, qu'on a besoin qu'on les sollicite, qu'on parle avec eux, qu'on essaie de dynamiser ce qui est possible de dynamiser. Parce qu'il y a une réalité possible. Donc nous, c'est ce en quoi on croit. Après, nous, on a un vecteur. C'est celui de la culture. Alors, tu évoquais vite écrit. J'aime bien dire que quand on faisait vite écrit, on faisait du socio-culturel, effectivement, du soutien scolaire, ces choses-là. Et puis à un moment, avec le quartier collectif, comme on a eu envie de conscientiser encore plus notre action, on a décidé de faire du culturel social. Et donc c'est origine contrôlée. Et c'est origine contrôlée, entre autres, mais c'est aussi des soutiens à des causes, des sans-papiers, les réfugiés, des causes où à un moment, l'institution ne va pas nous reprocher d'avoir un point de vue politique. Quelle est la place d'origine contrôlée dans l'action que vous menez et que le tactique collectif mène tout au long de l'année sur les quartiers nord de Toulouse ? C'est la vitrine, c'est... Alors c'est plus qu'une vitrine, c'est la condensation un peu de notre travail de ressources et de réseaux tout au long de l'année. C'est-à-dire que vraiment, tout au long de l'année, au quartier des Isards, en réalité, on fait ce week-end le festival Origine Contrôlée là-bas, mais depuis maintenant 2 ans, régulièrement, à la salle Ernest Renan et dans le quartier, on fait des soirées et on monte des moments. Et on crée des moments. Donc on n'a pas débarqué ce week-end-là, ça fait déjà 2 ans. Je veux dire, et la réalité qui nous a amené à ce retour d'action, ce retour aux sources en quelque sorte. D'abord, c'est la réalité affective de notre quartier. Ce que je veux dire par là, c'est que le quartier a vécu des drames terribles. On le sait. On parle de Mohamed Merah. On parle de 4 morts suite à des règlements de compte en 2013 et 2014. Il y a 2 ans. Voilà. Donc, il y a eu un choc terrible. Et les habitants, les premiers, ont été choqués par cette situation. Il faut s'imaginer vivre à tout près d'un endroit où il s'est passé ce genre de choses-là. Donc,
on a considéré qu'il fallait aller réconforter les gens, leur dire On est là. on est là, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous le problème. Le problème, il nous dépasse quelque part. Si on parle par exemple de la question des réfugiés, de ces questions-là, le problème, c'est évident qu'il nous dépasse. On parle de la Syrie, on parle des Russes, d'Alep, je sais pas quoi. On sait très bien de quoi on parle, de géopolitique internationale, même le terrorisme, on parle de quoi. Bon, c'est une réalité dans ce pays. Mais tous les chiffres montrent de toute façon que tous les djihadistes ne sont pas des quartiers, d'abord. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Donc, il y a une réalité qui fait qu'à un moment, non, vous n'êtes pas responsable de cette situation-là. Et si on peut créer les conditions, justement, encore une fois, hein, avec le maximum d'humilité, en se disant, moi, je me lève le matin, qu'est-ce que je peux faire ? Et je pense qu'il y a des tas de gens qui se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc vous le disiez tout à l'heure, on va avoir droit dans ce week-end à des projections de films, des débats, de la danse, de la musique, avec un événement moi qui me plaît assez, ce qui va se passer demain soir. Vous appelez ça le bal. Ouais. Vous allez essayer de revenir aux sources et de montrer ce qu'est la musique du quartier. La musique du quartier, c'est pas que la musique arabe, surtout aux Izars. Ouais. Le quartier des Izars, c'est aussi un quartier où il y a beaucoup de gitans qui se sont sédentarisés. Donc le flamenco est une musique du quartier des Izars. Et puis moi, pour avoir vu un vieux film qui date du milieu des années 80, où on voyait deux jeunes frangins en train de danser sur du funk avec des douilles jusqu'aux épaules et légèrement frisées, je sais Parle de nous, là. Voilà, Ouais. exactement. Et oui, Mousse et Hakim ont eu une période où ils avaient les douilles jusqu'aux épaules et en plus frisées, légèrement blondes, si je me souviens bien. C'était Hakim, ouais. c'était assez formidable. Et là, vous dansiez sur la musique nord-américaine, voilà, hein. du vieux funk. De la funk, de la soul. Et donc, de même, vous invitez même pour le côté un peu funk de la soirée, Daniel Antoine. Yes, il faut le Immense, dire, voilà. Daniel Antoine. Immense pianiste, clavériste, enfin tout ce que vous Eh oui. voulez. Parce que Daniel quand on réfléchit, Antoine, Les Antoine, bien sûr. backstage, Ah, ça me fait plaisir. Paul Person, enfin, il a connu toute cette époque-là et Commitments. les Commitments nous rappelle Philippe Léauger qui, dans le cadre de Jazz sur son 31, l'avait invité au Bikini pour faire une soirée spéciale. Daniel Antoine. Oui, vous au l'avez- Bikini, voilà. et puis aussi, et surtout, il y a 3 ans, on avait fait une fête de la musique. Avec les Où je Commitments. avec Daniel Antoine, que j'avais invité avec le Big Band, j'ai fait des arrangements sur ses compos. Génial. C'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, vu qu'on se connaît depuis nos débuts, on a commencé ensemble, en Ouais, fait. ouais. Donc, à 16 ans, au on début- a le même âge. À la fin des années 70, début des années 80. C'est à peu près C'est ça. ça, ouais, 76. Ouais, voilà, parce que si je me souviens bien, Backstage, ça doit dater de 78, Non, mais lui, à 79. l'époque, il jouait dans un orchestre de bal qui s'appelait Odyssée. Et Ah. moi, je jouais chez Marc Fender. Ah, Lui, c'était Autori, et moi, c'était ouais. Pamier. Et c'était pas l'inventeur de la guitare. Donc, pour revenir un peu à ce qui va se passer demain soir aux Izars, il va y avoir cette soirée. Vous allez essayer de recréer un peu ce qui a été le fondement musical du Alors nous on, quartier des appelle ça, Izars. voilà, nous on appelle ça la bande originale du Ouais. quartier. C'est-à-dire c'est justement d'essayer d'évoquer les styles de musique qui ont irrigué le quartier depuis voilà, qu'il existe. Donc c'est, bon tu le sais, on adore ça, la question de la mémoire, de la transmission, de ce qu'il en reste et ce qui nous permet de nous souvenir, y compris dans une construction voilà, comme ça, collective, positive de cette histoire-là. Parce que nous, de toute façon, on a toujours dit qu'on échangerait notre enfance pour rien au monde. Hein. Ce qu'on y a vécu, c'est inoubliable. Et donc, du coup, ce qu'on y a vécu était évidemment parsemé de musique. Était accompagné de musique. Donc, les styles musicaux qui ont accompagné la vie du quartier, c'est bien sûr le musette, puisqu'on est quand même dans une réalité voilà, de bal, Oui. de sud-ouest, de terroir, et c'est cette chose-là. Donc, Et de culture populaire, parce Exactement, que de culture populaire, c'est tout à fait ça. Les Izars a été aussi Les trois cocus, même, on pourrait les trois dire. cocus a été un quartier où avec une mixité de population qui était très importante, sans doute plus importante que ce qu'il est actuellement. oui, ça c'est une évolution parce que je dirais que, je vais me faire un peu comme ça, voilà, mais je dirais que les pauvres sont de moins en moins blancs. Ouais, Voilà, mais c'est une réalité C'est aussi une sociologique, je veux réalité. dire, qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup plus bigarré, Ouais. c'est clair. Donc, Donc on parlait du musette. voilà, du musette. Ensuite, bien sûr, la musique gitane, parce que c'est un quartier, effectivement, qui a la particularité voilà, nous, on a grandi avec les manouches, quoi.
Et, Qui avait donc, troqué les caravanes contre des vieux préfabriqués. voilà, bon, ils ont quand même mis la caravane sur le terrain, ça n'empêche pas, mais enfin, on a quand même grandi donc, avec voilà, cette musique-là, mais pour de vrai, parce que dans la tradition gitane, manouche ou même rome, de toute façon, l'instrument est présent. Il se trouve qu'il est acoustique, il se trouve qu'il est là, mais l'instrument est présent, donc il y a toujours dans les bandes, c'est pas toutes les familles, mais il y a toujours 1, 2, 3 familles qui sont des familles de musiciens. Et aujourd'hui encore, c'est une réalité. Donc, pour partager, nous, ce qui nous intéressait, c'était faire la rencontre entre les musiciens du quartier gitan et des musiciens, on va dire, plus professionnels, comme Serge Lopez et Kiko Ruiz, qui seront là aussi. Créer cette rencontre-là, c'est-à-dire de vraiment apporter ce truc d'être avec Kiko et Serge, de préparer quelque chose et puis ensuite de recevoir ces musiciens pour partager la rumba catalane, là, dans cette dimension culture populaire. Ensuite, la partie musique, bon, il y a le reggae, bon, bien sûr, ça, le reggae, c'est vraiment... On se souvient d'un groupe des Isards qui devait s'appeler Racine. Natural, avec José, que l'on continue à voir à Toulouse sur son vélo, qui sillonne Toulouse tout à fait, je le vois son aussi volet, régulièrement. Et qui avait gagné le premier tremplin organisé par TLT. Au moment de TLT, c'est comme ça qu'ils sont passés sur MCM, c'est comme ça qu'ils ont enregistré leur premier album. Avec Tyrone Downey, le clavier de Marley à Montpellier. Voilà, c'est ça. Et cette soirée-là, il y avait tout le quartier des Isards qui était devant les cabines téléphoniques pour téléphoner à TLT, normal, pour faire gagner Natural, le groupe des Isards. Le groupe des Isards, qui était un groupe formidable, faut le dire, quoi. José, et Miguel, qui fait partie des musiciens qu'on reçoit sur la musique gitane, puisqu'il y a son fils qui est musicien aujourd'hui, qui est son frère, José, qui est donc lui qui était le batteur de Natural. Je veux dire, c'est des choses exceptionnelles quand on les voit. Enfin, moi, j'ai fait de la musique depuis 20 ans, donc j'en ai vu des choses comme ça. Et je me souviens de mon adolescence avec un gars comme Miguel, je me souviens de le voir arriver derrière une batterie et de savoir en jouer instinctivement. Je veux dire, c'est quand même des trucs, ça... la batterie, c'est hyper dur. Je veux dire, c'est de se mettre derrière la batterie, tout de suite de comprendre comment ça marche. Et puis de retourner ensuite à la ferraille, comme on dit, tu vois, c'est-à-dire donc à la vie quotidienne. Donc cette réalité-là, on l'a vécue, elle était très très enrichissante. En plus d'avoir des familles comme ça de manouches qui sont rastas, c'est quand même assez exceptionnel comme hybridation, comme créolisation, encore une fois. Voilà, donc le reggae fait partie, bon, parce que aussi dans nos plus lointain souvenir, Marley est celui qui nous a démontré que c'était une possible. Parole tiers-mondiste, comme on disait à l'époque, était possible, c'est-à-dire une parole, je veux dire, ultra populaire en termes de musique, et puis aussi quelque chose, une musique qui dit des choses et qui revendique de l'égalité. La musique noire américaine, là, c'est Daniel Antoine, parce que là, effectivement, avec mon frère Hakim, on se souvient très bien, quand on a commencé avec Zebda, donc en 88, donc on avait 20 piges, et que on se souvient très bien d'être se retrouver dans un concert au Tilt avec Marie et les Antoine sur scène, et là on s'est dit, mais c'est waouh, mais une grosse baffe, parce que nous on écoutait James, on écoutait Michael, on écoutait les Temptations, on écoutait des choses comme ça de musique nord-américaine, mais quand tu le vois en vrai, donc là c'est Daniel, quoi, avec Section de Cuivre et Magali Pietri au chœur à l'époque. Voilà, et puis il y avait même voilà, à l'époque c'était Doudou à la basse, Doudou Dubuisson. Pierrot à la batterie. Voilà, Pierrot à la batterie, exactement. Voilà. Et donc voilà, donc et c'est vrai que on s'est croisés plein de fois avec Daniel, et ben là c'est la première fois qu'on va faire un truc ensemble. Et je peux dire qu'on est, je crois lui aussi et nous aussi, super contents de se dire qu'on va partager ce moment ensemble demain. Voilà. Et dernière influence sur le quartier, la musique arabe de vos parents, de vos pères, que vous rejouez depuis 6-7 ans avec Origine Contrôlée. Tout à fait, voilà. Et la musique arabe algérienne, voilà, qui a aussi animé le quartier. Voilà, et qui animait les soirées parisiennes dans les années 50, à l'époque où les Algériens n'étaient pas des Algériens, mais étaient des Français, et qu'ils allaient travailler à Paris, et que le soir, pour oublier un peu les conditions de travail qu'on leur faisait, passer des nuits dans des cabarets, où des musiciens qui allaient faire le maçon dans la journée leur racontaient un peu et encore une fois, c'est ça qui nous passionne, c'est cette idée qu'à un moment tu joues un rôle, voilà, en tant qu'artiste, ou enfin tous autant qu'on est, si possible, mais en tant que musicien, d'accompagner la vie des gens. Et je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est l'hommage qu'on leur rend à ces musiciens algériens qui étaient eux-mêmes des travailleurs immigrés, c'est-à-dire qu'ils étaient la journée à l'usine et le soir au cabaret pour
Et notre père qui a écouté cette musique-là disait, ils m'ont juste aidé à supporter. Je veux dire, c'est quand même, c'est fantastique parce que ça veut dire qu'en fait, il y a un moment où il n'y a pas de place au cynisme, encore une fois. C'est-à-dire, il y a juste, on est vivant, qu'est-ce qui se passe ? On est là, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les choses qui nous permettent d'avancer ? Et je veux dire, l'art n'existerait pas s'il n'y avait pas cette nature-là chez l'homme. Voilà, donc tout ça, ça se passe pendant tout le week-end au Zizar. Au Zizar, au quartier. La soirée, la bande de son du quartier, c'est demain soir à partir de 20h30. C'est gratuit et c'est sous chapiteau qui est chauffé et qui est planté où ? Il est, tu disais entre Bordeaux-Rouge et les Zizar, non, il est au Zizar, au métro 3 Cocus. D'accord. Il est vraiment à côté du métro. Ok, très bien. Voilà, donc ça se passe pendant tout le week-end. C'est la deuxième partie du festival Origine Contrôlée. Merci Mousse d'être venu nous en parler ce soir. Avec grand plaisir, merci. Et là, on va écouter un morceau que vous avez enregistré il y a 5-6 ans à Mixar Miris. C'est un double album, Origine Contrôlée, Mousse et Hakim. Et c'est un morceau d'Idir là qu'on va écouter. Ouais. الراكين السنوف مبالي ياكين الشاكين الراكين السنوف مبالي ياكين محمد النغمة بحلي ويسنا يسكر يا سكري محمد النغمة بحلي ويسنا يسكر يا سكري الشاكين الراكين السنوف مبالي ياكين الشاكين الراكين السنوف مبالي ياكين الشاكي الراكي سنوب مالي ياكي الشاكي الراكي سنوب مالي ياكي Voilà, donc on vient d'écouter Mousse et Hakim, extrait d'un concert enregistré qu'on peut retrouver sur un double album, enregistré en 2010. Et là, c'était une reprise d'une chanson d'Idir. Philippe Léauger, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que finalement, on aurait pu faire l'émission que sur cette manifestation, Origine Contrôlée. Ça vous aurait permis de pouvoir vous raconter des souvenirs avec Moussa Mokran. C'est vrai que c'est une période que vous avez tous vécu, puisque quand même la scène toulousaine dans le milieu des années 80 était centrée sur 3-4 lieux, le Cactus, le Tilt, des endroits comme ça. Il y avait plein de lieux. Voilà, où tout le monde se retrouvait. Dans les années 80, il y avait plein de lieux. Il y avait la Colombette, il y avait... le Café des Allées, la Cave des Blanchers, et où tout le bar monde, des Vedettes. Tout le monde se retrouvait. Je disais Magali Pietri tout à l'heure, faut quand même rappeler que Magali Pietri a été dans les années 80-90 la chanteuse de jazz toulousaine, mais qu'elle était également choriste dans Marie et les Antoines pendant très longtemps. De jazz, de blues, de soul.
Voilà. Elle a Et- démarré, elle avait 14 ans avec Nino Ferrer. avec Nino Ferrer. Donc c'est pas rien. quoi. Puisqu'elle est originaire de Montcuq, si je me souviens Voilà, bien. c'est Petite charmante localité du Lot. Bon, Philippe Léauger, vous n'êtes pas là que pour vous souvenir de la scène toulousaine dans les années 80. Quoique un jour on pourrait faire une émission là-dessus, ça serait assez drôle. J'ai encore quelques enregistrements de votre quartet à la Colombette, milieu des années 80. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Avec Hakim Bourhanan, Mais ce que on je en veux juste parlait dire, tout à c'est l'heure. qu'Origine Contrôlée ou Jazz sur son 31, en fait, on raconte la même histoire. Donc, Voilà, on raconte l'histoire de cette mixité, de cette rencontre entre les cultures et le jazz est aussi le jazz vu par les Américains, surtout les Noirs américains, est quand même un exemple de ça aussi, quoi. Donc le jazz, on va en parler. Jazz sur son 31, 30e édition. Première question, le jazz c'est quoi actuellement ? Vous disiez, juste vu par les Américains, c'est une hybridation née de la rencontre entre musique européenne et musique africaine. Alors le jazz aujourd'hui c'est quoi ? Ça dépend dans quel pays il est pratiqué. Pour moi le jazz c'est avant tout un état d'esprit. En fait, plus qu'un style de musique. C'est un état d'esprit, une manière d'aborder la musique en général, les musiques en général, et de rencontrer les autres musiciens. Et c'est l'improvisation, la spontanéité. Et c'est quand même, par exemple, je disais ça cet après-midi parce qu'on faisait un concert avec le Big Band cadet pour des jeunes collégiens. Je disais quand même, s'il y a 4 musiciens de pays, d'ethnies même différentes, et qui ne peuvent pas se comprendre au niveau du langage, si tous connaissent la grille des feuilles mortes, ils peuvent jouer ensemble, quoi, en fait, et improviser. Et ça, c'est quand même ce qui me branche aussi dans cette musique-là, c'est cet état d'esprit, quoi, en fait. On fait Après qu'il soit binaire, qu'il soit ternaire, que ça soit peu importe, quoi. Pourvu qu'il soit pas élitiste. On fait ça avec le punk, one, two, three, four, 3 accords, bien sûr. on peut jouer aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un style qui était revendiqué, je fais du jazz, à effectivement ce que vous disiez à l'instant, un état d'esprit, une façon de concevoir la musique et la rencontre avec des musiciens. C'est ça. Ben oui, ça va, plaisir. Ben oui, enfin un style. Ce style-là, il était plutôt dans les années 20 et dans les années 30 en fait. Depuis, ça n'arrête pas de se mélanger. Et déjà, c'est déjà le blues qui a fait la première, je dirais, concession et la première, qui a initié les premières rencontres, quoi. En fait. Voilà. Jazz sur son 31, 30e du nom, on s'aperçoit cette année qu'il y a peut-être moins de cadors que d'ordinaire, moins de grands noms. Par contre, une foule de jeunes musiciens à découvrir. Bon, on sait que depuis 2-3 ans, les collectivités locales ont vu leur dotation d'État complètement diminuer, et on sait que c'est surtout les services, et en priorité, et en premier, les services culturels de ces localités et de ces collectivités qui ont morflé. Ça a été un bien pour un mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous a... Exactement. Ça vous a obligé à se dire... Comme ça, j'en ai profité pour pouvoir mettre en avant plein de gens à découvrir, qui évidemment, par définition, sont beaucoup moins chers. Parce que et moins connus pour le moment. Voilà, et comme du coup, ce sont pas des vedettes, et comme du coup, les entrées sont notamment à l'Automne Club ou gratuites ou à 5 €, donc le public y va et découvre tous ces gens-là. Et ouais, c'est un mal pour un bien, un bien pour un mal. Sacré challenge pour un programmateur quand même, parce que quand je dis des nouveaux musiciens à découvrir, c'est pas que des musiciens de Toulouse, c'est des musiciens hexagonaux, c'est des musiciens européens, c'est des musiciens américains. C'est vrai que les soirées à l'Automne Club sur le cabaret new-yorkais, c'est toujours l'occasion de rencontrer et de voir des musiciens dont on n'a jamais entendu parler. C'est le but, ouais, voilà, c'est ça. mais le boulot par contre de rencontre de ces musiciens est assez important. Oui, mais enfin, moi je le fais un peu in situ parce que comme par rapport au piano solo, je tourne dans le monde entier maintenant, là, surtout depuis ce 3e album. Notamment là au mois de janvier, je faisais une tournée aux États-Unis et j'ai joué à New York. Et c'est là que j'ai rencontré Spike Wilner, le programmateur du Smalls et du Mesro, Oui, donc, où j'ai joué. Un petit club. Et où je lui ai dit, mais nous on fait ça dans ce festival et j'aimerais bien que tu viennes avec des musiciens qui ont coutume de jouer dans ces clubs-là et qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit jamais ici. Et je pense que cette année, pour la première année, on va faire vraiment un vrai club New York, en fait. Ouais. Comme on l'a jamais fait, parce que là, ce coup-ci, je suis allé sur place et vraiment, j'ai fait mon marché là-bas, on va dire. Et les musiciens qu'on va écouter, c'est vraiment des musiciens qui ont joué dans ce petit lieu et qui jouent régulièrement dans ce lieu. Ah oui, c'est des musiciens de club new-yorkais.
Donc, deuxième semaine de Jazz sur 131. La première semaine, elle s'est passée comment? Il y a beaucoup de concerts qui étaient complets et depuis longtemps pour le coup. Oui, il y a beaucoup de concerts complets. Alors, malgré que justement la programmation soit moins, faite de tête d'affiche que les autres années, donc c'est quand même un bon signe parce que finalement le public a répondu encore plus présent et encore plus tôt. Ce qui est quand même assez formidable pour le programmateur que vous êtes. Ça veut dire que peut-être il y a un début de confiance là qui est établi. Oui, alors cette confiance-là, elle y était déjà, mais tout d'un coup, il y a que le public suit cette nouvelle tournure des événements, disons quoi. Et on arrive enfin à... Bon, on le faisait déjà pas mal, mais on arrive enfin à dépasser les 50-60% de programmation de musiciens français et européens, quoi. Et bon, même si les États-Unis et les musiciens américains le sont, américain est indispensable, mais parce qu'on se rend vraiment compte que quand on fait le Club New York, par exemple, le son c'est pas le même de toute façon. Mais il y a plein de super projets, il y a plein de choses à dire. Et ici, et donc là, on arrive nous à vraiment programmer tous ces gens-là que plein d'autres festivals n'osent pas programmer parce que il y a par souci de rentabilité. Quelle différence vous faites actuellement entre la musique qui se fabrique aux États-Unis et celle qui se fabrique en Europe et qui est issue à peu près du même background? Vous parliez tout à l'heure. Moi, je dirais que c'est la culture des standards de jazz, quoi. Ici en France et en Europe, même s'il y a évidemment de très beaux projets, tout ça, mais c'est un peu comme, je sais pas, moi, si on disait, moi je veux travailler, je veux analyser la littérature française, je vais commencer par Michel Houellebecq, par exemple, quoi. Et Victor Hugo, tout ça, non, je sais pas, non, ça, c'est un peu ringard, c'est des standards, quoi, en fait. Alors qu'aux États-Unis, le langage de base, le terreau du jazz, même pour les musiciens free, c'est quand même de pouvoir jouer Stella by Starlight et Summertime, quoi. Voilà. Sans dire, non, mais ça, c'est un saucisson, ça nous intéresse pas. Et ça, c'est quand même hyper important. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup dans l'apprentissage et dans l'éducation et l'enseignement du jazz et musique improvisée ici en France, je trouve. Voilà. C'est quand même qu'il y a une base, quoi, du langage, quoi. Vraiment. Et c'est ce qui fait le son. Voilà. Parce que ce son-là, même après, si Eric Dolphy avait son moyen d'expression au niveau du sax, on peut dire free ou tout ce qu'on voudra, mais il jouait comme ça, même si un contrebassiste faisait avec un bassiste et un batteur qui swingait comme dans les années 30, quoi. Et c'est ça qui est important. Voilà. C'est ce son-là, quoi. Et ce son-là, nous, on l'a pas. Mais en même temps... on a l'héritage de Debussy, de Ravel, de Stockhausen et de Stravinsky, et donc ça c'est quand même pour le coup notre base. C'est vrai que Louis Sclavis le disait quand il a commencé à produire ses disques, en disant moi je m'inspire autant de la musique classique du XXe que des musiques populaires européennes. Ceci dit, Charlie Parker le faisait aussi. Oui, mais Charlie Parker il a flashé sur le Sacre du Printemps. Et très tôt, et c'est quand même aussi ça qui lui a donné plein d'idées au niveau de ses phrasés. Et puis les harmonies de Monk, on les trouve aussi chez Ravel, quoi. Vous êtes un fin connaisseur de la scène toulousaine. Comment vous l'avez vu évoluer et comment vous appréhendez un peu cette nouvelle génération qui, avec les Nakarato, les Rémi Panossian, les Amaury Faye, mais aussi Quest, enfin des groupes comme ça. Initiative H aussi, qui est un petit big band qui remue les foules depuis 3-4 ans. Comment vous la voyez un peu évoluer cette... Mais c'est-à-dire qu'il y a des super musiciens. Voilà. Et ce que je dis souvent quand je parle avec des jeunes musiciens, c'est que la différence aujourd'hui à Toulouse entre eux et moi et nous, puisqu'on parle de Daniel aussi tout à l'heure et tout ça, quand on a commencé, c'est que moi quand j'ai commencé en 76-77, j'étais pas bon. Mais il y avait plein de boulot. Et donc j'ai appris sur le tas avec les anciens et j'ai appris en jouant dans les clubs et en étant engagé. Aujourd'hui, il y a des musiciens qui sont vraiment terribles, qui ont digéré et tout. Moi, je pense à un pianiste, par exemple, comme Thibaut Dufoy, qui est exceptionnel, quoi, par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot de club. Après, oui, on peut être subventionné, bien que la période dorée des subventions soit derrière nous. Mais bon, voilà, il faut aider les projets. Voilà. On en est là, quoi. Mais le boulot, vraiment, le métier de musicien, même le métier de musicien de jazz, parce que c'est quand même un métier aussi. Après la passion et la créativité, c'est quand même aussi un métier. Il faut manger avec, si on veut être musicien professionnel, quoi. Je veux dire, ça, c'est ce qui est terrible pour les jeunes musiciens, c'est qu'il n'y a plus tous ces clubs, il n'y a
y a moins de boulot, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Alors j'espère que ça reviendra, parce que tout est cyclique. Mais bon, voilà, si en plus il y avait quelques clubs qui ouvraient, ça serait encore mieux, et tout le monde s'en rendrait vraiment compte du potentiel et de la richesse qu'il y a chez les jeunes musiciens. C'est pas normal qu'un groupe justement comme Initiative H fasse 3 dates dans l'année, quoi. Voilà, par exemple. Et c'est vrai que les clubs reviennent cycliquement. On vient de voir réarriver le Mandala qui avait fermé il y a 2 ans, mais en même temps il y en a d'autres qui ferment. Ben, c'est vrai que c'est cyclique, et il reste quoi, 2-3 clubs à Toulouse, l'Impro, le Taquin, et puis on va rester presque là. Ouais, et puis c'est pas des clubs, ça pourrait être des clubs, mais même, alors le Taquin j'y suis pas encore allé, et je sais que ça c'est la suite du Mandala, donc normalement ça devrait être un peu plus officiel, je veux dire, au niveau de la programmation. Mais en fait, il y a des lieux où il y a plein de jeunes qui viennent, qui font des jams et tout ça. Ça coûte rien au taulier. Et donc les jeunes ils se retrouvent là pour se faire la main un peu, tout ça très bien. Mais il n'y a pas de programmation, il n'y a pas d'engagement de musiciens, quoi. Donc ça c'est pour Jazz sur 131, donc festival dont vous avez été un des initiateurs dans les années 86-87. Vous êtes parti à un moment donné à Paris pour faire de la musique dont vous étiez moins à Toulouse. Vous l'avez repris il y a à peu près une dizaine d'années. Mais je n'ai jamais vécu à Paris, j'ai toujours voulu vivre dans mon sud-ouest natal. Ça, vous faites ce que vous voulez, il y a des liaisons ferroviaires, aériennes. Comment vous l'avez vu évoluer pour le coup, ce festival qui est né en même temps, il faut le rappeler, d'un big band qui s'appelait le Big Band 31. Ouais. Et les J'ai monté les deux la même année. Et les deux allaient de pair. Ouais. Comment vous l'avez vu bouger ce festival ? Le festival, il a évolué parce que déjà, il y a eu... il a pu s'étaler un peu plus dans le temps. Au début, ça avait commencé avec 3-4 jours. Et puis, c'est allé dans le temps. Il y a eu plus de subventions, plus de... Le conseil général se l'est vraiment approprié. Et donc, est devenu même producteur du festival, ce qui est quand même très rare. Ouais. Voilà, c'est même, je pense, unique en France, quoi. Souvent, les institutions vont subventionner, aider une association. Là, tout d'un coup, c'est le conseil départemental, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, qui se l'est approprié, quoi. Voilà, donc ça, c'est quand même super. Et donc, du coup, il y a eu quelques moyens supplémentaires au fil des ans qui ont fait que on a pu élargir la programmation. Mais surtout, je trouve que ce qui a vraiment été une étape décisive, c'est quand on a commencé pour la 20e édition à louer le Magic Mirror, qu'on a rebaptisé l'Automne Club, parce que tout d'un coup c'est devenu le cœur et même le poumon du festival. Voilà, où les gens à un moment donné peuvent venir au même endroit, écouter plein de choses avant, comme c'était départemental. Et c'est vrai que le festival, il se passe un peu partout dans le département. C'est toujours le cas. Mais il y a quand même le rendez-vous de l'Automne Club, qui est quand même... super pour les Toulousains et les Haut-Garonnais. Voilà. Et avec de la musique un peu tard dans la nuit, ce qui n'était pas forcément le cas quand il n'y avait qu'un concert éparpillé dans les salles de Toulouse et du département. Donc ça, c'est votre boulot de programmateur pour Jazz sur 131, mais vous n'êtes pas qu'un programmateur de musique. J'allais dire, vous êtes avant tout, surtout et avant tout, un pianiste qui était programmé il n'y a pas très longtemps pour, Piano Jacobin. Voilà, pour le Piano Jacobin, le festival de début septembre à Toulouse, sur un programme que vous avez monté il y a que 5-6 ans autour des standards de la chanson française. L'album est sorti en 2014. Oui, mais le programme, vous le jouiez déjà depuis un petit moment sur scène. Disons que je faisais souvent une chanson française comme ça en rappel. Voilà. Et c'est lors de ma première tournée en Chine, quand je jouais ça, et des fois je jouais La Javanaise, La Vie en Rose, des choses comme ça, à ma façon bien sûr, en rappel. Et des gens sont venus me voir, me disant c'est bien quand vous jouez du jazz, tout ça, comme les Américains, mais quand vous jouez une chanson française, c'est vraiment beaucoup plus authentique. Et je me suis dit, c'est vrai quoi en fait. Et puis à force de parler avec d'autres musiciens de jazz, et que chaque fois qu'on voulait faire une jam comme ça, un bœuf et tout, et quand on cite une chanson française, c'est de suite dénigré, c'est de dire non mais ça c'est bon, c'est un saucisson. Et moi j'ai eu envie en fait de réarranger certains thèmes, mais de chansons qui sont devenues des standards de jazz, parce que justement nous on les dénigre, alors que des musiciens de jazz américains les ont tellement joués que c'est devenu des standards de jazz pour eux là-bas. Voilà. Vous citiez tout à l'heure Les Feuilles Mortes, c'est vrai que... Les Feuilles Mortes, mais la belle vie de Sacha Distel, La mer, Beyond the Sea, Que reste-t-il de nos amours, Charles Trenet, enfin tout ça quoi. Voilà, c'est évidemment quand on écoute les versions originales, on peut se dire oui bon d'accord, ça on l'a entendu depuis qu'on est né dans les radios nostalgiques, mais
mais c'est des super mélodies, il y a plein de choses à faire dessus. Et moi j'ai bien aimé j'ai aimé faire un travail un peu avec de la musique un peu impressionniste aussi, quoi. Voilà, des influences un peu de ce que j'aime du début du XXe siècle. Donc, vous parliez tout Mais en à l'heure, mêlant Satie, le blues, le Debussy. flamenco et puis l'improvisation, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que depuis que j'ai fait cet album-là, en fait, qui a été classé dans les 25 meilleurs CD de l'année en 2014, je le dis quand même. Et mais c'est vrai que j'ai fait 3 tournées en Chine, en Corée, aux États-Unis, voilà. Et j'ai même fait une tournée en Asie centrale l'année dernière. C'est dommage que Mousse soit plus là parce qu'on aurait pu en parler. Et j'ai passé 10 jours à Kaboul. Voilà. J'ai joué à Kaboul des chansons françaises. Et notamment, j'ai fait plusieurs concerts. Tous les jours, je travaillais aussi à l'Institut de musique afghan où j'étais chargé d'encadrer des jeunes musiciens traditionnels afghans et donc d'improviser avec eux pour présenter ça aux autorités à la fin de mon séjour. Et j'ai joué dans le théâtre de Kaboul qui est à moitié encore sous les éboulis et avec 400 Afghans qui étaient là et qui avaient les larmes aux yeux parce qu'à la fin ils sont tous venus me voir me disant mais ici on n'entend que le bruit des roquettes et tout ça, et que vous soyez venus nous jouer de la musique, ça nous touche vraiment. C'est-à-dire que là, encore une fois, pour pas faire l'amalgame comme disait Mousse tout à l'heure, c'est que ces gens-là ils y sont pour rien. Eux, c'est des braves gens et qui n'ont envie que d'une chose, que de beauté et que de s'aimer les uns les autres. Mais au milieu, il y a quelques talibans qui foutent le bordel, comme nous ici, on a quelques terroristes malsains qui mettent le bordel. Mais ça n'a rien à voir avec les gens de ces pays-là, quoi, en fait. Voilà. Avec des choses qui sont là dans ce cadre-là, organisées par les Alliances françaises, c'est ça? Oui, là, c'était l'Institut français qu'ils ont fait péter, d'ailleurs, 15 jours après que je sois parti. Voilà. Bon, pour revenir à des choses un peu plus légères, ce soir, Malouf est à Toulouse, Malouf est au Zénith. Bon, ça, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de cadors cette année. Bon, celui-là, c'est la vedette qui explose en ce moment. Oui. Ouais. Oui, c'est la vedette à la mode. Voilà, c'est pour ça on en a toujours besoin d'une. Voilà, c'est pour ça le Zénith qui va être sans doute. Il faut savoir que alors évidemment, c'est aussi lié un petit peu aux restrictions budgétaires. Cette année, il a fallu que je fasse face à ça. Donc, j'ai négocié certaines choses avec des agents et tout ça, avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis 30 ans. Ouais. Et là, notamment, de toute façon, la tournée des Zéniths d'Ibrahim Malouf était de toute façon prévue de longue date. Simplement, moi, je me suis entendu avec l'agent pour qu'on l'héberge au niveau du festival, au niveau de la com, et du coup, il fait partie de la programmation, alors que c'est pas nous qui le produisons. Ouais, d'accord. Donc ça permet d'avoir Ibrahim Malouf aussi sur la liste, alors que il a pas coûté cher, mais en même temps, il bénéficie de 30 ans d'histoire du festival et donc de tous les abribus et ainsi de suite. Voilà. Bon. Voilà. Sinon, je suis pas sûr que j'aurais programmé Ibrahim Malouf moi de moi-même. Oui, parce que je suis pas trop. J'en ai l'impression. Je suis pas trop sur les à suivre systématiquement les phénomènes de mode, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est très bien qu'il soit là, et de toute façon, même les gens qui connaissent pas le jazz ou qui connaissent rien de la programmation, n'importe qui dans la rue sait qu'il y a Ibrahim Malouf au festival, donc c'est très bien. Le boulot est bien fait de leur part déjà. N'empêche que ce soir il y a aussi Esther Nouri en trio, une chanteuse toulousaine pour le coup, elle joue régulièrement ici. Bien sûr, et que je programme à peu près tous les 3 ans au festival de toute façon, quoi, parce qu'elle tient bon et que voilà, qu'elle a appris beaucoup avec de Magali, puisque c'était sa prof à une époque, et voilà, elle est fidèle, elle a une constance, elle a toujours un nouveau projet, elle est vraiment dans le jazz et dans le style de jazz, aussi, et puis voilà, moi j'aime beaucoup Esther, quoi. Et avec ce qui va être quand même l'événement de ce week-end, c'est le double concert demain à l'Automne Club, Relema en fin de soirée et Boyan Z et Julien Louraud en début de programme aux alentours de 18h30. Ouais, ça c'est le jazz français avec Boyan Z. Et ça, c'est une bonne idée de les avoir remis sur scène tous les deux. Oui, alors ça c'est pas moi. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est bien. Mais quand j'ai vu que ça existait, que c'était créé, j'ai pris de suite. Quoi. Donc Boyan Z, immense pianiste. Qu'on avait fait en solo il y a 4 ans. Yougoslave, puisqu'on peut encore dire Yougoslave pour lui. Julien Louraud, saxophoniste français, et
à leur début, ils avaient joué ensemble Ouais. dans un groupe de rock, parce un groupe très électrique. Ils avaient joué aussi en duo, et ils ont eu l'envie de se retrouver dernièrement. Là. Ouais. Oui, Et- c'est super. ouais. Mais je dois dire aussi que dans les événements et par rapport aux musiciens d'ici, il y a la carte blanche à Nicolas Calvé. Pour moi, ça c'est très important. Pourquoi Voilà. C'est très important parce que c'est sûrement le musicien le plus génial d'ici, complètement inconnu, parce que, voilà, pour d'autres raisons. C'est un excellent tubiste, un pianiste hors pair, et là maintenant il s'est mis au chant façon Klaus Blaskis. Le chanteur de Magma. Ouais, c'est un génie. Voilà. Et quand j'ai dit au départ, moi je voudrais faire une carte blanche à Nicolas Calvé, tout le monde m'a dit, mais qui c'est? Voilà. J'ai dit, c'est un génie. Voilà. Très bien. Et donc il est à Roguet ce soir avec Jean Mitruon, et puis il a 3 projets la semaine prochaine. Très bien, donc Monsieur Calvé à Toulouse dans le cadre de Jazz sur son 31, donc il va encore se poursuivre pendant toute la semaine prochaine. Ouais, jusqu'au 22, Voilà. 23. Et là, si vous le voulez bien, eh bien on va écouter Louro et Boyan Z avec la version électrique de leur projet, un album qui était sorti, je crois, vers 2006-2007. Ouais, ça fait une dizaine d'années. Voilà, ouais, quelque chose comme ça. Merci Philippe Léauger d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Renouer avec Caramel Mou, ça faisait déjà 2 ans comme vous avez. Ah bon? J'étais pas venu l'année dernière, et comment ça se fait? Je sais pas, on avait dû se faire la tête, je sais pas. Ah non, pas du tout. Non, c'est un problème d'agenda, Coco. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, ça devait être ça, vous étiez très très pris. Merci d'être passé ce soir, donc Jazz sur son 31, pendant toute la semaine encore à Toulouse. Peut-être rappeler le site internet, il y en a un, jazz31.haute-garonne.fr, et là vous aurez tout le programme de cette 30e édition de Jazz sur son 31. Merci beaucoup, et on écoute tout de suite donc Julien Louro au sax, Boyan Z au piano, entre autres, puisqu'il y a d'autres musiciens qui jouent sur ce morceau. Merci.
Fabien Louraud, Boyan Z, demain soir à l'Automne Club vers 18h30. Et puis, si vous avez envie de rester dans ce chapiteau, restez-y parce qu'il y a Relema en quintet qui prendra la suite, immense pianiste. Par contre, arrivez un peu tôt parce qu'il ne reste plus énormément de place pour ce concert-là. On dit même qu'il serait presque complet. Enfin, allez y jeter une oreille distraite, on ne sait jamais. Lucas Lemoff, bonsoir. Bonsoir. Exceptionnel. Exceptionnel quoi donc? C'est votre première. C'est ma première de l'année. De l'année. Ah mais oui c'est ça. De cette 28e saison. C'est vrai, 28. Oh la vache. Eh ben Oh oui. la vache. Il faut savoir quand même où vous mettez les pieds. Eh oui c'est vrai, mais je le sais, je crois que je commence à comprendre un peu là. Bon. Bref, je commence. Oh, ben allez-y. Allez, je commence. Le 21 septembre dernier, Christine Boutin. Bon, je suis désolé, ça commence un peu mal, mais vous allez voir. Christine Boutin, par le truchement de son compte Twitter, avait annoncé un peu prématurément la mort de Jacques Chirac en se fendant d'un sobre mort de #Chirac. Bon, notez déjà que hashtag et Chirac sont deux mots que j'avais assez mal imaginé prononcer l'un à la suite de l'autre, mais WTF, comme disent les jeunes, Christine Boutin venait d'annoncer la mort du roi. Le roi était mort. Alors dans ma tête, je me suis imaginé les directs sur les chaînes d'infos en continu, avec un plan fixe sur la fenêtre de l'appartement des Chirac dans le 6e, et les envoyés spéciaux qui se succéderaient pour nous dire que Jean-Louis Debré et David Douillet sont entrés en pleurant par une porte dérobée. Et puis, sans même parler des directs, c'était le moment idéal pour balancer la nécro. Celle qui était prête, celle dans les tiroirs depuis son AVC. Ça aurait sûrement donné un truc du genre... Mesdames, Messieurs, nous venons tout juste d'apprendre la mort de Jacques Chirac. L'ancien chef de l'État s'est éteint à l'âge de 84 ans. Jacques Chirac, c'était une longue carrière comme député de Corrèze, président du Conseil général, secrétaire d'État à l'emploi, à l'économie, ministre de l'Agriculture, de l'Intérieur, président du RPR, maire de Paris, Premier ministre et enfin président de la République pendant 14 ans. 40 ans donc de carrière politique. Carrière politique marquée notamment par 48 932 serrages de main, 83 456 bonjour, 565 c'est loin mais c'est beau et un seul What do you want me to go back to my plane and go back to France, is that what you want? Jacques Chirac, c'était aussi une série de mesures fortes comme la suspension du service militaire, le refus de l'intervention en Irak ou encore l'inauguration du musée du Quai Branly. Jacques Chirac, c'était une bonhomie naturelle, un large sourire, en bref, un personnage sympathique comme on n'en fait plus. C'est vrai que Jacques Chirac, c'était quand même aussi le bruit et l'odeur. Bon, j'y viens. En vrai, Christine s'était gourée. Bon... Elle était plus à une connerie près. Et puis Chirac était pas vraiment mort, mais juste hospitalisé. Bon, et puis même depuis, il est rentré chez lui, voyez. En dépit de ce détail sans grande importance, je peux vous assurer que la nécrologie que je viens de vous proposer, un peu trop tôt je vous l'accorde, ressemblera sans doute à celle que vous entendrez dans les médias traditionnels dès lors que Jaco aura véritablement reçu sa convocation chez le Grand Barbu. Exit les affaires, les histoires abracadabrantesques des financements occultes du RPR ainsi que des emplois fictifs à la mairie de Paris. Exit la fameuse fracture sociale qui ne résorba jamais. Exit la trahison politique dont il fut un pionnier de la 5e République, souvenez-vous, contre Chaban-Delmas, contre Giscard. Concept de trahison qu'il ne manqua pas d'ailleurs d'apprendre à ses successeurs qui ont su parfaitement en user pour frayer leur propre chemin. Il est fort à parier que la maladie d'Alzheimer de Jacques Chirac, celle qu'il a a priori, déteindra sur les rédactions et qu'aucune mention ni du bruit ni de l'odeur ne sera faite à ce moment-là. On lavera le cadavre au propre comme au figuré et son fantôme sera canonisé tandis que ses méfaits seront enterrés encore plus profond que sa dépouille. Voilà un vieil homme affaibli et attendrissant qui aujourd'hui est considéré comme le président le plus sympathique de la 5e République par une majorité de Français. Mais quand même, pendant ces mandats, rappelez-vous, c'était loin d'être le cas. C'est comme ça, on ne les aime pas pendant, on les aime après. D'où ma question. Que dirons-nous de Nicolas Sarkozy quand lui aura cassé sa pipe et qu'il sera parti ficher et assigner à résidence les kamikazes du Stade de France ? Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre la mort de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a vraisemblablement subi une crise cardiaque. Il a été retrouvé tenant à la main une lettre de rupture de son ex-épouse, Carla Bruni, retournée, elle, vivre au palais de l'Élysée depuis sa liaison assumée avec le président Juppé. Son mandat fut notamment marqué par la sortie de la crise financière, la libération des infirmières bulgares, ainsi que ses balades à vélo avec Michel Drucker. Quid de la désastreuse réforme des retraites, quid de la ratification du traître traité de Lisbonne contre l'avis d'un référendum 2 ans auparavant, et surtout quid de la batterie de cuisine qui lui colle au basque après toutes ces affaires dont l'énumération empiétrait d'une bonne heure le temps qui m'est imparti aujourd'hui et déjà en plus on est à la bourre. Bon, rien, Pozzobi, Walou, soyez-en sûrs, on n'en pipera pas un mot.
Et enfin, que penserons-nous de l'actuel président qui se trouve être le plus impopulaire de la Ve République ? Redorera-t-il son blason lorsqu'il attendra le repos éternel en pratiquant le repos tout court sur la presqu'île de Saint-Tropez ? Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre le décès de François Hollande. Profitant du soleil de la Côte d'Azur sur son pédalo, l'ancien chef de l'État a été surpris par le retournement de son embarcation et a péri noyé dans les eaux de la Méditerranée. Son mandat fut notamment marqué par le mariage pour tous, sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet et bien sûr toutes ces petites blagounettes qui nous ont fait tant rire tout au long de son mandat. Et l'on ne retiendra probablement rien de plus. En état d'urgence permanent, on saura même pas comment c'était avant. Tous les salariés s'appelleront Hubert et le 49.3 sera devenu aussi banal qu'une condamnation chez les Balkany. Parce qu'avec le temps, on pratique la mémoire sélective, on ne garde que les bonnes choses. Et toutes ces crapules qui se succèdent, qui poursuivent avec brio la politique de destruction du modèle social, qui poursuivent la politique interventionniste dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et qui copinent joyeusement avec tous les banquiers de la planète, eh ben ces crapules-là finissent par devenir inoffensives. Parce que si être atteint d'Alzheimer et ne plus se souvenir de grand-chose est une sensation terrible, se rappeler que les mandats présidentiels font plus de mal que de bien n'est pas très agréable non plus. Le roi est presque mort. Alors, vive le roi ou pas ? Ou pas. Et il n'y a pas à dire, la nécro, c'est un vrai métier. Merci Lucas. Caramel mou. Caramel Ah oui, allô sur la Voilà, Caramel Mou, c'est presque fini. On va quand même pas se quitter sans une petite page concert du soir. Donc par exemple, ce soir il y a du punk rock à Amanita Muscaria, 3 rue de la Viguerie, c'est pas très loin du Château d'Eau, avec Dans le désordre, ça c'est du punk de Brest, Sex Quistos, c'est du punk de Toulouse, Monsieur Caca et Frankenstein, donc ça c'est Amanita Muscaria, soirée punk rock à partir de 21h. Au bar L'International, et ça c'est Métro Palais de Justice, le retour du groupe de rock Victoria Sponge X à partir de 20h30, dont vous avez tout le week-end Jazz sur son 31, mais ça va être ce soir, ça va être demain, mais ça va être tout le reste de la semaine, avec ce soir par exemple Jean Mitron Quintet à l'espace Roguet à partir de 20h30, à 15 Fonce Grive Esther Nouri Trio, ce soir aussi on en parlait tout à l'heure, Ibrahim Malouf au Zénith, et puis demain dans cette soirée Boyan Z, Julien Louraud à l'Automne Club, on pourra également voir juste après Relema, et puis toute cette programmation va se continuer tranquillement jusqu'au week-end prochain. Donc ça c'est Jazz sur son 31 ce soir au Bijou chanson avec Dalel à partir de 21h30, ce soir à l'impro au Moon, quintet explorant plusieurs univers, du free jazz au son électro en passant par la pop, avec Robin Finker au sax, Pascal Charrier à la guitare et à la composition, Julien Tamissier au clavier, et puis également Julien Chamla à la batterie. Musique traditionnelle brésilienne à Maison Blanche à partir de 21h avec Roda des Choros, et puis Brésil toujours au taquin avec ce soir Foro Pifado, groupe toulousain du quartier Arnaud Bernard. Et puis ce soir à Job, route de Blagnac à 20h45, on pourra écouter le Zine Trio. Vincent Ferrand est à la contrebasse, le Zine Trio, nouveau trio toulousain qui s'est monté autour d'une interrogation et d'un bouquin de Howard Zinn, histoire populaire américaine, et tout autour de ce bouquin il y a un répertoire qui s'est monté petit à petit et qui célèbre également les musiques populaires états-uniennes. Vincent Ferrand sort son album ce week-end, et à cette occasion il sera donc à Job ce soir à partir de 20h45. Julien Ferrand, on l'écoute tout de suite. Across the moon, drop a bomb or write a book. Howard Zinn threw away flowers.
Voilà, Vincent Ferrand et son Zine Trio à partir de 20h45 à Job, route de Blagnac, à l'occasion de la sortie d'un album célébrant la figure de Howard Zinn, immense historien américain. On dit immense surtout depuis qu'il est mort. Mais j'ai moins de talent que Lucas Lemov pour faire les nécros. Allez, c'est là-dessus que Caramel Mou va se terminer. On se retrouve nous la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Salut les filles, cette fois c'est sûr. C'est l'automne, il pleut. Bye. Caramel. Mou caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel.